On va donc maintenant passer la parole à Henri. Henri Kotobi est chirurgien pédiatrique. Henri a passé 30 ans aussi au service, dans le service public, 15 ans au sein de notre chère institution APHP, et donc 15 ans aussi dans le public, à l'hôpital, au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois, d'où il sera suspendu. Mais Henri, s'il est là aujourd'hui, c'est pour nous parler de l'aspect médical et donc des incohérences médicales de cette obligation vaccinale. La parole est à toi. Merci. Bonjour à tous. Henri Kotobi, chirurgien pédiatre, effectivement, praticien hospitalier à l'hôpital Robert Ballanger, dans le 93. Alors, sur mon parcours professionnel, juste pour vous dire que j'ai occupé les fonctions de chef de service pendant 10 ans là-bas, jusqu'en 2014, et que j'ai également été président du comité d'éthique local pendant 6 années. Donc aujourd'hui, je parle uniquement en mon nom, donc pas au nom de cette institution, ni au nom des collectifs auxquels je participe. Et puis, bien sûr, je précise d'emblée que je n'ai pas de conflit d'intérêt, pas de lien d'intérêt avec une quelconque industrie. Je remercie quand même OSP parce que pour cet espace de libre parole, et puis quand même pour le titre que vous avez trouvé, parce que c'est quand même mieux que suspendons les suspensions, enfin bon. Voilà. Alors, on m'a demandé de parler de l'incohérence médicale à rendre obligatoire un vaccin qui n'empêche ni la contamination, ni la transmission du virus. Alors, vous avez compris que je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas virologue, mais en tant que médecin, on est formé déjà pour lire et interpréter des publications médicales. Et puis, je pense avoir suffisamment d'expérience pour avoir une opinion sur une politique de santé ou une gestion de crise sanitaire. Alors, ce que je vous propose, c'est de retracer un petit peu les raisons successives qui ont fait que certains d'entre nous avons décidé de ne pas accepter cette obligation vaccinale. Je vais faire une présentation sur 3 périodes distinctes. Donc la première période, c'est l'arrivée de ces nouveaux vaccins, donc c'est fin 2020. La deuxième période, c'est évidemment cette obligation vaccinale, cette loi du 5 août, donc qui s'adresse bien sûr aux professionnels, à certains professionnels, mais finalement il y a aussi une obligation déguisée qui est faite à la population générale avec l'histoire du pass. Et puis je ferai un dernier focus sur la troisième période qui est en fait cette année 2022, ou qui est vraiment un plongeon dans l'absurde. On va voir ça. Alors, pour cette première période, l'arrivée de ces nouveaux vaccins, donc on est particulièrement vigilant et curieux parce que ce sont des nouvelles technologies qui sont employées. Donc je vais faire un focus sur la publication qui a été faite, qui est sortie le 10 décembre 2020 dans le New England Journal of Medicine, donc de Pfizer, parce que c'est très important, cet article est très important, puisque en fait c'est cette publication qui a permis l'obtention de l'AMM conditionnelle pour le principal vaccin utilisé aujourd'hui, c'est-à-dire le Pfizer, et c'est finalement le top départ de la campagne vaccinale mondiale. Donc auparavant, il y avait quelques publications, quelques données qui avaient été publiées sur ce qu'on appelle les études précliniques et les études de phase 1, mais ce sont des études qui étaient très incomplètes et d'ailleurs dont les données brutes n'étaient pas disponibles à l'époque. Alors, je passe sur cette étude qui, normalement, était censée retracer la phase 3. En fait, on constate d'emblée que c'est une étude appelée phase 2-3. Donc, c'est-à-dire que là, on constate qu'il y a un télescopage complet entre les différentes phases. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que ces vaccins soient sortis aussi vite. Et ça, c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas les procédures d'élaboration de nouveaux, de ce type de traitement, surtout quand ils sont aussi novateurs. Alors, quand on lit le texte de cet article, on se rend compte assez vite qu'il y a beaucoup de biais qui sont présents, qui font qu'on ne peut pas conclure à l'efficacité des vaccins sur ces simples données.
contrairement à la conclusion de l'article. Alors, je vais citer une série de biais qui sont assez évidents. D'abord, le principe du placebo n'est pas respecté. C'est de l'aveu même des auteurs de l'article. La deuxième chose, c'est que concernant les patients qui seraient décédés du Covid, il y a 0 décès du Covid dans l'étude. C'est-à-dire que sur 43 000 personnes, aucun décès, ni dans le décès lié au Covid, dans le groupe placebo, ni dans le groupe vacciné. Ensuite, sur les cas graves et sur les personnes âgées supérieures à 75 ans, il n'y a pas assez en fait, de cas de Covid post-injection pour pouvoir conclure statistiquement à quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de preuves statistiques données, pas assez de cas. Ensuite, il y a un biais qui est quand même très important, c'est que le recul de cette étude n'est que de 2 mois, simplement. D'ailleurs, les auteurs annoncent que la fin de l'étude sera en décembre 2023. Et puis, en fait, dès cette étude, il est précisé noir sur blanc que la contagiosité n'est pas testée. En fait, Donc, en fait, c'est une information qu'on connaît, qu'on a depuis décembre 2020 pour ceux qui ont lu cet article. Alors, qu'est-ce qui est laissé en suspens par cette étude préliminaire? Eh bien, il y a un certain nombre de groupes de patients, et ça c'est très important, les enfants de moins de 16 ans, les femmes enceintes, les patients immunodéprimés, les patients porteurs de maladies auto-immunes. Tous ces patients ne sont pas présents dans cette cohorte étudiée. On a aussi, ça c'était dès les premières études publiées par Pfizer, aucune donnée sur la génotoxicité ni sur la mutagénicité, et d'ailleurs ni sur la fertilité. Donc il est noté qu'il n'y a pas, ces informations-là ne sont pas disponibles parce que ça n'a pas été testé, faute de temps évidemment. Ensuite, sur les effets indésirables, très clairement, au-delà de 3 mois, il n'y a aucune idée, aucun résultat, et en fait, à ce moment-là, c'est-à-dire fin 2020, personne n'en sait rien, en fait, personne au monde. Alors, quand on voit ça, à ce moment-là, on plonge un petit peu dans les annexes de ce document, parce qu'il y a beaucoup d'annexes, et puis on va s'intéresser aux publications des agences qui vont émettre un avis. Donc pour l'Europe, c'est l'AME, aux États-Unis, c'est la FDA, et là, on se rend compte qu'il y a quand même des choses très surprenantes, puisqu'il y a des biais, même statistiques, sur les chiffres donnés dans l'étude. Je donne 2 exemples, mais qui sont vraiment importants. Il y a un groupe de 371 personnes qui sont exclues pour, je cite, écart important au protocole. Alors, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que l'essentiel de ces patients-là sont dans le groupe vacciné. Donc on ne comprend pas un écart au protocole. Pourquoi est-ce que ce serait uniquement dans un groupe ou presque exclusivement dans un groupe? Mais plus important encore, il y a un groupe de 3410 personnes qui sont en fait symptomatiques après l'injection, et ce sont des personnes qui sont même notées Covid incertain dans le rapport préliminaire de la FDA. D'accord? Eh bien, ces personnes n'ont pas eu de test PCR, et donc du coup, ils n'apparaissent pas dans la publication du New England Journal of Medicine. Donc ça veut dire que parmi eux, s'il y a eu quelques centaines, voire même quelques dizaines de patients qui auraient été testés positifs, qui avaient eu un Covid post-injection, ça aurait totalement changé les chiffres. Parce que les chiffres, la fameuse efficacité à 95%, elle se base sur 8 cas dans un groupe et 164 cas ou 2 cas dans l'autre. Donc c'est-à-dire que vous rajoutez dedans des dizaines, voire des centaines de cas, mais on n'a plus du tout les mêmes chiffres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chiffres de cette étude, finalement, les chiffres rapportés sont faux, et que surtout la décision d'autorisation de mise sur le marché, en fait, elle repose sur des chiffres qui ne reflètent pas la réalité. Du tout. Alors, du coup, on se penche, il y a des informations aussi sur le produit lui-même. Alors, quand on creuse, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les garanties sont tout à fait insuffisantes sur l'homogénéité et la stabilité du produit d'un échantillon à l'autre.
en fait. Hein. Il y a un véritable problème et les données qui ont été fournies par Pfizer n'attestent pas, ne donnent pas cette garantie. Deuxièmement, il y a un souci sur la garantie de la stabilité de l'immunogénicité. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la réponse immunitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux de protéine spike induit, en fait, est totalement différent d'une personne à l'autre, même si on injecte la même quantité d'ARN. Et en fait, ça peut varier de 1 à 10, et même pour certains scientifiques, ça peut même varier de 1 à 100. Donc ça, c'est quelque chose qui pose un énorme problème, et d'ailleurs qui pourrait peut-être expliquer pourquoi certaines personnes font aucune réaction, et d'autres font des réactions dramatiques. D'accord? Donc ce point-là, pas de garantie fournie par l'homogénéité de cette immunogénicité, pas de garantie fournie par Pfizer. Et puis il y a également un problème sur la pureté du produit, parce qu'il faut savoir que ces ARN sur Pfizer sont faits à partir d'un brin d'ADN qu'il faut ensuite purifier, éliminer. Et donc Pfizer n'apporte pas la garantie que dans le produit final, il n'y ait plus de traces de brin d'ADN. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire à ce stade-là? C'est qu'on est clairement en face de résultats qui sont préliminaires et qu'on est on est tout à fait dans une expérimentation médicale qui est en cours et qui est loin d'être achevée. Là, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Du coup, on est un certain nombre à se tourner quand même sur ces laboratoires. Alors, je prends que l'exemple de Pfizer, mais c'est là qu'on découvre quand même qu'on est face à une entreprise qui est multi-condamnée et qui est multi-récidiviste. Hein, je donnerai juste un exemple ici. Vous l'avez sûrement en tête, 2009, hein, c'est une entreprise qui est condamnée aux États-Unis pour qui est condamnée pour publicité mensongère, voilà, je donne le vrai terme, d'une somme, tenez-vous bien, de 2300 millions de dollars. 2300 millions de dollars. C'est 2 milliards 3. 2 milliards 3 de dollars. C'est la condamnation 2009. Et du coup, on est moins surpris quelques mois plus tard d'entendre ce qu'on a appelé, ce qui s'appelle maintenant le Pfizer Gate, c'est-à-dire cette publication du British Medical Journal le 2 novembre 2021, qui rapporte le témoignage d'une directrice régionale de Ventavia, donc c'est un sous-traitant de Pfizer. Cette personne a très clairement expliqué que les protocoles de cette étude n'avaient pas été respectés et que les données recueillies avaient été falsifiées. Alors, d'autres points, du coup, nous apparaissent et sont tout à fait choquants. D'une part, le fait qu'après ces résultats préliminaires, Pfizer ait proposé aux personnes du groupe témoin d'être vaccinées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une rupture complète du protocole de cette fameuse étude qui doit continuer jusqu'en décembre 2023. Et donc ça veut dire que cette phase 3, elle est définitivement biaisée, en fait, maintenant. Donc ça, c'est tout à fait choquant sur le plan scientifique. D'autre part, c'est cette fameuse exemption de responsabilité laboratoire pharmaceutique pour les effets indésirables dans les contrats qui ont été signés avec la Commission européenne. Hein, vous êtes au courant. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, du coup, en cas d'effet indésirable, ça va être l'ONIAM qui va financer, donc ça veut dire l'État, donc ça veut dire l'argent public. Et ça a un effet tout à fait pervers, parce que si c'est à l'État de prendre en charge, du coup, est-ce que l'État a intérêt, est-ce que l'État va faire un relevé exhaustif des effets secondaires, hein? Ça pose cette question-là. Et du coup, la conséquence, c'est qu'on a utilisé une pharmacovigilance qui est de type déclaratif, comme toujours, alors que là, c'était absolument indispensable de mettre en place un niveau de pharmacovigilance beaucoup plus élevé, qui aurait dû être actif, par exemple, d'appeler systématiquement à une semaine, à un mois, à 6 mois, toute personne vaccinée, par exemple. Et évidemment, ça n'a pas été fait. Et puis, un dernier point qui est extrêmement choquant, c'est finalement l'exemption dans les faits de la responsabilité des médecins vaccinateurs, parce que à partir du moment où ça a été déclaré obligatoire, en fait, ça c'est très choquant. Moi, le chirurgien que je suis, moi, les bras m'en tombent. Ça veut dire que c'est comme si je disais que, par exemple, comme la loi m'oblige à secourir une personne
qui est en danger. Donc ça veut dire qu'à partir de là, les opérations que je vais faire en urgence, bon, je ne suis pas responsable de mes complications, parce que la loi m'a obligé à secourir cette personne. Bon, sur cette question de la responsabilité, je pense que Maître Bruzin aura des choses à dire tout à l'heure. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que si la responsabilité directe des médecins avait été engagée pour ces vaccinations, je crois que la campagne de vaccination aurait été très très différente. Ça, c'est un point dont il faudra se souvenir. Alors, du coup, quand on constate tout ça, ben, on revient sur la question de cet AMM conditionnel, des conditions d'attribution de cet AMM conditionnel. Et là, vraiment, on sent que ça dérape. On sent que ça dérape parce que, d'abord, ça doit être réservé, c'est une procédure qui est une procédure d'exception. Ensuite, les produits doivent respecter un certain nombre de conditions, dont l'une est de répondre à un besoin de santé non satisfait. Non satisfait. Or, là, quand on a ça en tête, on se dit, bon, peut-être que ça pourrait expliquer cette campagne tout à fait acharnée contre les traitements précoces. Comment se fait-il qu'on s'en prend comme ça à des traitements peu coûteux, peu dangereux, qui dans d'autres pays fonctionnent? Alors, je rappelle juste ici, parce que vous connaissez tout ça, quand même 3 faits marquants qu'on n'oubliera pas, et sur lesquels il faudra un jour revenir, c'est le Lancet Gate. Vous savez, hein, cet article qui a été rétracté, mais sur lequel on s'est quand même basé, notamment en France, pour la politique sanitaire. Derrière, il y a quand même l'étude Recovery en Angleterre qui utilisait 3 fois la dose, vers une dose énorme d'hydroxychloroquine pour l'étudier, en plus chez les patients en réanimation. Ça veut dire qu'on aurait voulu montrer que le produit était toxique et qu'il était inefficace, on n'aurait pas trouvé un meilleur protocole que celui-là. Et puis, pour l'ivermectine, il y a quand même ce volte-face de l'OMS qui avait été sollicité pour émettre un avis, qui est quand même très étonnant, qui ne repose sur rien sur le plan scientifique. Et là, je donne rapidement le lien ivmmeta.com, donc ivmmeta.com. C'est un lien qui vous permet d'avoir toutes les publications mondiales sur l'ivermectine et qui montre que ça marche bien dans beaucoup de pays. Alors, je passe à la deuxième période, c'est-à-dire l'obligation vaccinale. Je vais être plus court. Parce que Maître Bruzin va en parler, il y a une dimension plus juridique. Nous, du côté des soignants, quand on voit arriver cette loi du 5 août, quand on la lit, eh bien, on découvre qu'elle s'assoit sur tous les textes de loi nationaux et internationaux qui encadrent l'expérimentation médicale. Donc là, c'est vraiment le choc. En plus, on était un certain nombre à attendre les compléments d'études que l'AME avait exigés auprès des laboratoires qui devaient tomber cet été-là, l'été 2021, pour permettre de proroger l'AMM conditionnel. Et en fait, ces compléments d'études n'arrivent pas, et jusqu'à maintenant, on ne sait même pas, moi je n'ai pas compris comment l'AMM conditionnelle a pu être reconduite, parce qu'elles ne sont données que pour 1 an, ces AMM conditionnelles. Alors, très brièvement, pour tout acte médical, déjà en France, il faut rappeler la loi Kouchner 2002, qui instaure le consentement libre et éclairé. Le 2 février 2016, il y a une nouvelle loi qui rappelle la primauté du consentement, le droit à l'information, le droit de refuser même un traitement. Et puis, plus spécifiquement sur l'expérimentation médicale, en fait, tout est écrit dans le Code de santé publique, donc dans la loi, sur les conditions, sur l'information, sur le consentement éclairé. Enfin, c'est vraiment écrit noir sur blanc. Et je rappellerai pour mes collègues médecins quand même que dans le code de déontologie, il est marqué que les médecins ne peuvent proposer aux malades comme salutaire ou sans danger un remède insuffisamment éprouvé. Et puis, même pour aller plus loin, c'est clairement une loi qui ne respecte pas la Constitution française, mais ça, je laisserai éventuellement M. Bruzin en parler, ou s'il veut parler du Conseil constitutionnel ou de ses liens d'intérêt au niveau de sa présidence. Bon, je reviens sur les textes internationaux. Là, il y a 3 textes fondamentaux qui ont été ratifiés par la France. C'est la Convention d'Oviedo du Conseil de l'Europe de 1997. C'est les déclarations successives d'Helsinki de l'Association médicale mondiale de 1964 à 2008, qui rappellent toutes les conditions
de l'expérimentation médicale. Et puis il y a quand même le code de Nuremberg, 1947. Hein. Il y a eu quand même plusieurs personnes qui ont eu la peine capitale pour ce qui avait été fait. Je prends quand même 1 minute pour vous en lire un extrait. Le code de Nuremberg identifie le consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite de recherches mettant en jeu des sujets humains. Article 1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit être laissée libre de décider sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes de coercition. Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée et le but de l'expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens employés, les dangers, les risques encourus et les conséquences pour sa santé. Ça ne peut pas être plus clair. Donc, j'en arrive à 2022, ce plongeon dans l'absurde, vraiment, j'en ai plus que pour 1 minute. Hein. Je vous rappelle 4 faits qui sont absolument incontournables. Alors ça commence dès le 2 janvier 2002 avec la note MARS du ministère de la Santé, donc qui va autoriser les soignants vaccinés qui ont le Covid à venir travailler s'ils n'ont pas de signes respiratoires. Ça veut dire qu'ils sont fatigués, ils sont contagieux pour leurs collègues et pour les patients, mais ils vont travailler quand même. Donc, je pose la question, est-ce que M. Véran a prévenu les patients, en fait, qu'il y avait ce risque? Combien y a-t-il de patients qui ont été contaminés secondairement à cette note ministérielle? Là, je crois qu'on se moque, à partir de là, on se moque totalement de la santé des patients, en fait. Bien sûr. La deuxième chose, en 2022, c'est évidemment qu'on a tous, là, en vie réelle, la preuve que ces vaccins n'empêchent ni la contamination, ni la transmission vis-à-vis des nouveaux variants. Bon, on l'a tous constaté. Hein. Et d'ailleurs, au passage, on voit bien que ces nouveaux variants sont, notamment le Omicron, sont moins dangereux que les premiers variants. Cela dit, ça n'a pas empêché les autorités à continuer de raisonner clairement et uniquement sur les tests PCR. Le troisième point, c'est vraiment l'augmentation qui commence à devenir dramatique, et en tout cas très inquiétante, des effets indésirables graves. Il faut savoir qu'on est à peu près maintenant à environ 2000 publications scientifiques qui attestent, qui traitent d'effets secondaires liés à la vaccination. Il y a eu cette commission d'enquête, d'ailleurs, dont certaines auditions ne sont toujours pas rendues publiques, ce qui n'est pas normal, une anomalie de plus. Et puis maintenant arrivent les chiffres de décès, toutes causes confondues, dans beaucoup de pays d'Europe, qui sont en augmentation et qui sont tout à fait inquiétants, et qui fait qu'il va falloir très clairement se poser la question, y a-t-il ou non un lien avec cette campagne vaccinale? Il faut savoir si on discute ce vaccin ou si on pointe. Et pour ça, on pointe ce vaccin comme expliquant cette augmentation. Et pour ça, il faudra bien qu'on puisse connaître le statut vaccinal des personnes décédées, ce qui pour l'instant n'est toujours pas possible en France. Donc je conclus, c'est vraiment très simple. Pour moi, depuis 1 an, on marche complètement sur la tête. Aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien de sanitaire, il n'y a plus rien de scientifique non plus dans cette histoire d'obligation vaccinale. Et je crois qu'on a affaire à une situation qui est devenue exclusivement politique. Donc, est-ce que tout ça va finir dans les tribunaux? Oui, je crois personnellement que c'est inévitable. Oui, évidemment. Voilà.